Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du processeur. Mais notre but, c'est pas une compréhension approfondie des connexions, etc. Parce que nous ne sommes pas ici des digital designers, des designers numériques qui créent des processeurs, etc. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est comment notre processeur comprend et exécute notre instruction, quels sont les composants qui se trouvent dans n'importe quel processeur, les n-bits ça désigne quoi, quelle est la différence entre un microprocesseur et un microcontrôleur, et aussi les architectures du processeur. Donc c'est ça ce que nous intéresse, nous, les développeurs ou bien les ingénieurs des logiciels embarqués. Nous sommes consacrés à comprendre comment le processeur se fonctionne, mais nous ne sommes pas consacrés à comprendre comment les créer, etc. C'est ça ce que je vais focaliser dans cette vidéo. Ça sera une vidéo pas approfondie, mais on va contextualiser et couvrir toutes les choses qu'il faut connaître en tant qu'un développeur logiciel embarqué. Donc voici les questions à répondre et on va répondre une par une. Quels sont les composants d'un processeur quelconque? Le premier composant, c'est l'unité de contrôle ou bien control unit. Bien sûr, il se trouve à l'intérieur de notre processeur. Donc, c'est ici. Et de cette façon, le deuxième composant, c'est l'unité arithmétique et logique que vous avez le trouvé de cette forme. La troisième composant, c'est les registres. Bien sûr, il existe deux types de registres. On a des registres qui sont spécifiques et des registres qui sont généraux. On va discuter ça après. Maintenant, on introduit seulement les composants et on le pose sur notre processeur. Donc les registres, ça sera de cette forme. Donc ça, par exemple, c'est un cœur de notre processeur. Comme vous savez, un processeur peut avoir plusieurs cœurs et on a aussi des caches. Bien sûr, on a des connexions entre tous ces composants et ces connexions sont dites des bus. Donc il y a ici des bus qui est de cette façon. On peut le désigner de cette façon. Et les bus sont trois. On a des bus de données, des bus de contrôle et bus d'adresse. Donc on peut le désigner de cette façon. Et on peut avoir un FPU à l'intérieur de notre corps ou bien à l'extérieur. Donc à l'extérieur de notre corps. On écrit ici un FPU. Simplement un FPU, c'est une unité qu'il va traiter des nombres à virgule. C'est tout simplement ça. Donc on veut l'inclure ici avec les unités. Et bien sûr, à l'intérieur, il y a des connexions. Comme celui-là, ça veut dire qu'on a des bus de données, bus de contrôle et bus d'adresse. Maintenant, on va introduire un composant après l'autre. C'est quoi un control unit? Cette unité de contrôle va nous permettre depuis la mémoire, de décoder notre instruction et les données, que ce soit à les registres, à les ALU, à les FPU, et si on a un autre type de composant, on peut le inclure. Bien sûr, il y a beaucoup plus de composants que ça, mais ceux-ci, ce sont des composants qui sont principaux. Donc, on peut avoir des GPU, des SP, donc on peut avoir tout ça, mais c'est pas ça notre intérêt. Notre intérêt maintenant, c'est de savoir les choses qui sont nécessaires à savoir en tant qu'un ingénieur dans le développement logiciel embarqué. Et là, le LU, ou bien l'unité arithmétique et logique, comme son nom l'indique, c'est une unité qui va traiter les arithmétiques, division, soustraction, multiplication et addition. Et il y a aussi des opérateurs qui sont logiques, AND ou etc. Donc tout ça, ce sont des opérations qu'il peut cette unité faire. Et bien sûr, il y a ici deux entrées. Ça, c'est une entrée et ça, c'est une sortie qu'il va s'enregistrer dans le registre. Maintenant, c'est quoi un registre? Un registre, c'est une mémoire qui se trouve à l'intérieur de notre processeur pour manipuler
notre donnée d'une façon qui est beaucoup plus rapide. Puisque notre mémoire, il est à l'intérieur de notre cœur, ça veut dire qu'il est la mémoire la plus rapide. Puis on a le cache qui est moins rapide que notre registre. Puis on a la RAM qui est beaucoup plus moins rapide que notre cache. Et puis on a la ROM ou bien de HDD qui est beaucoup plus moins rapide que notre RAM. Donc c'est ça la hiérarchie de notre mémoire. Comme nous avons dit que le bus, c'est un chemin de communication entre les composants. Donc ça, c'est un bus. On peut avoir ici, entre les registres, entre les ALU, les FPU. Si on a un GPU interne, on peut avoir une connexion avec elle. Donc c'est lui qui lie entre les composants de notre processeur. Bien sûr, on ne va pas montrer ça parce que nous ne sommes pas des designers numériques. Et comme je l'ai dit, le FPU, c'est une unité qui est spécialisée sur les opérations qui sont à virgule flottante. C'est ça, c'est une vue plus haute sur le processeur. Maintenant, en passant sur comment notre processeur comprend et exécute nos instructions. Donc, bien sûr, je vais revenir vers la compilation qu'on a fait dans une autre playlist. Donc, on a premièrement notre source code. Par exemple, si on écrit en C, donc va être en C, il y a une série de compilations, on va pas le discuter. Puis on a ici l'assembleur. Donc l'assembleur, c'est un code qui est le plus proche du machine code et aussi on peut le comprendre en tant qu'un humain parce qu'il y a par exemple load quelque chose, load un registre, load un nombre, read par exemple une adresse. Cette langue est beaucoup plus explicite et c'est la plus proche que notre machine code. Donc dans cette étape, qu'est-ce qu'il arrive vraiment? La machine va convertir load vers une telle sorte de binaire et cela selon la construction de notre processeur. Donc par exemple, si on a 1, 0, le processeur va le comprendre en tant qu'un opcode, ça veut dire il va le comprendre en tant qu'un load. Dans le même exemple ici, on peut avoir read en tant que 000 et le control unit va le prendre, l'unité de contrôle va le prendre et va l'interpréter en tant que il faut lire cette adresse par exemple. Donc c'est ça, c'est brièvement une vue haute comment notre processeur peut comprendre une instruction qu'on peut lui donner. Donc il y a une série de compilations, après il y a une assemblation et après on a un code qui est objet exécutable. Après on a un code exécutable qui est un code binaire que notre processeur peut le comprendre très facilement. Donc maintenant on va discuter du durée de vie d'une instruction. On va inclure ici une RAM. Et la RAM, puisqu'il est aussi une mémoire, il va avoir une telle sorte de armoire. Et bien sûr, notre RAM est aussi connecté avec notre cache. Notre cache est aussi un type de mémoire. Et on a aussi des niveaux sur le cache. Il y a le cache qui est beaucoup plus proche que le cœur et le cache qui est entre les cœurs. Donc, le plus proche, notre cache de notre processeur, c'est le plus rapide. Mais on va discuter ça beaucoup plus dans la partie de mémoire. Voici le cycle d'instruction. La première instruction, c'est récupérer l'instruction, donc notre processeur va récupérer notre instruction. La deuxième étape de notre cycle, c'est notre processeur va décoder l'instruction, puisque les instructions ce sont que des 1 et 0, donc il faut le décoder pour lui permettre après l'exécuter. Donc la prochaine étape, c'est exécuter l'instruction. Et bien sûr, on peut inclure ça en tant qu'une étape ça veut dire qu'il va écrire les résultats sur notre RAM. On a des registres et on a des registres qui sont spécifiques.
Par exemple, ici, on a un registre appelé le program counter. On va le faire en L. Et on a aussi un registre qui est le registre d'instruction ou bien instruction register. Qu'est-ce qui va arriver? On a ici la RAM ou bien le ROM. Selon l'architecture de notre processeur, Neumann ou bien Harvard, le ROM et la RAM peuvent être dans un seul memory map ou bien en parallèle, ça veut dire qu'il est en parallèle avec notre processeur. On va discuter ça après. Donc la première chose, notre program counter, il a toujours l'adresse de notre instruction et plus spécifiquement la next instruction, l'instruction suivante. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il a une adresse pour, par exemple, on a ici une adresse 0x00. Ça, c'est une adresse en hexadécimal et on peut compter ça 1, 2, 3, 4. Et ici, par exemple, on a OX19. Donc, qu'est-ce que le program counter? Dans la première fois, il va avoir cette adresse. Il va lui dire à le ROM que je veux cette adresse. Il va récupérer l'instruction qu'il y a à l'intérieur de cette ROM. Prenons par exemple 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Donc par exemple, ça c'est l'instruction. Il va prendre cette instruction, il va le donner à instruction register et lorsqu'il va le donner à instruction register, il va éventuellement aller vers l'adresse suivante. Donc ici on a 0x par exemple, il va aller vers 0x1. Donc il va avoir toujours l'instruction suivante. Par exemple ici on a un autre. Il va prendre cette instruction. Et puisque notre... attends, je vais agrandir ça. Donc c'est ça simplement. C'est l'étape de la récupération de l'instruction bien fetching. Passons maintenant sur le décodage. Pour ne pas compliquer notre diagramme, je vais supprimer cette flèche. Donc pour le décodage, qu'est-ce qui va arriver? On va prendre cette instruction qui est à l'intérieur de cette registre d'instruction. On va le prendre ici dans le control unit. Et qu'est-ce que le control unit va prendre cette instruction autant d'un opcode et celui-là autant que deux opérandes. Par exemple, on a 0, 0, 1. Donc, qu'est-ce qu'il va arriver? Notre control unit va donner cet registre, va décoder cette instruction vers plusieurs parties. Ça veut dire qu'il va séparer le A10, il va le poser dans un registre à usage général, parce qu'il y a des registres qui sont à usage spécifique comme Program Counter et Instruction Register. Et il va prendre ces deux, voilà, de cette façon. Donc ça, c'est simplement l'étape du décodage. Ça veut dire qu'on va prendre une instruction de registre, on va les décoder vers un opcode et des opérandes. L'opcode, c'est simplement, par exemple, ici 00, c'est l'addition, 001, c'est la subtraction. Ça, c'est seulement un exemple. On fait ici 1. Donc, cet opcode et tout ça, c'est le constructeur de notre processeur qui le sache. Donc pour nous, on a ici 1, 0, ça veut dire on a une soustraction, comme vous voyez ici, et on a ici des registres. Par exemple, ici on a un registre qu'il va prendre, on ajoute un registre de résultat. Qu'est-ce qu'il va arriver? L'opcode va prendre cette valeur. Ça nous sommes maintenant dans l'étape d'exécution. L'opérande 1 va prendre
le 110. Je supprime ces flèches pour le rendre facile. Et on a opérand 2 va prendre le 00. Donc 1 moins 00, c'est 1. Donc notre opération qui est la soustraction va être 1. C'est tout simplement ça, ça veut dire c'est 3. Lorsqu'on veut le convertir vers le décimal. Donc ça, c'est tout simplement notre cycle d'instruction. Et on a aussi la partie pour écrire les résultats. On peut simplement écrire certes résultats dans un espace mémoire RAM. Et après, on peut le manipuler comme on veut. Et on peut écrire ces résultats dans cache. Et après cache, on peut la donner à la RAM. Donc, c'est ça les étapes. Et c'est ça, brièvement, ce que le processeur fait. Donc, il faut savoir, selon votre application, est-ce que vous voulez utiliser un ALU, un FPU, un DSP, qui est Digital Signal Processing, un GPU, qui est Graphic Process Unit. Donc, cela se correspond à votre application. Mais pour nous, je donne une simple exemple d'utilisation d'ALU et vous pouvez bien sûr aller et chercher d'autres types d'exécution. Maintenant, passons à ce que les N-bits désignent. Donc, ce qu'il faut savoir pour comprendre qu'est-ce que les N-bits ça désigne, ça veut dire que la taille de registre, ça sera, par exemple, si on a un processeur de 32 bits, ça veut dire la taille d'instruction est 32 bits. Ça veut dire on a ici 32 bits. Et bien sûr aussi les adresses, ce sont des 32 bits. Et bien sûr aussi le bus, ça sera affecté par ce nombre. Ça veut dire que dans le bus d'adresse, il va être de 32 bits. Le bus de données va être aussi 32 bits. Et cela affecte aussi l'adressage puisque notre processeur est toujours le type qu'il va adresser la mémoire. Et comme vous voyez, ça, ce sont les combinaisons que 16-bit peut adresser avec sa taille, puisqu'on a 16-bit processeur, ça veut dire qu'il peut accéder à 54 kilobytes de notre mémoire. Le 32 bits, il peut accéder à 4 gigabytes. Et le 64 bits, il peut vraiment accéder à un nombre énorme de bytes qui est 16 exabytes. Donc, la taille des N-bits désigne beaucoup de choses et on a compris bien ce que c'est désigné. Bien sûr, aussi les opérandes ne sont que des registres et ça veut dire qu'ils sont aussi affectés avec ce nombre. Donc, lorsqu'on a 32 bits, bien sûr, on a un opérand de 32 bits et aussi on va avoir un résultat de 32 bits. Donc, c'est ça ce que je vais dire. C'est quoi un microprocesseur? C'est quoi un microcontrôleur? Donc, c'est simplement un microprocesseur. C'est ça, il peut exister uniquement en tant qu'un micro. Comme nous avons dans notre ordinateur à usage général, on a un microprocesseur et après on peut ajouter de la RAM, de la mémoire, etc. à l'extérieur. Mais pour le microcontrôleur, c'est le contraire. On a tous ces composants, la RAM, la mémoire, et les input-output peripherals, les périphériques d'entrée et sortie sont tous dans une seule puce. Et c'est basiquement c'est ça. Mais bien sûr, puisque c'est notre intérêt de interagir avec le microcontrôleur, on va le visualiser ici. Donc de cette façon, voici un microcontrôleur. Il a un microprocesseur à l'intérieur. De cette façon, il est ici. On a ici de la RAM à l'intérieur de notre puce. On a ici le ROM.
Bien sûr, aussi la RAM possède des adresses, mais le type d'adressage, ça dépend de l'architecture qu'on va discuter tout de suite. Après, on va terminer le microcontrôleur. Voilà, et on a aussi les périphériques d'entrée-sortie, qui ont des registres aussi, donc il faut le inclure en tant qu'une mémoire, ok? Puisqu'ils ont des registres, donc ils vont interagir comme une mémoire pour notre cas. Selon notre architecture, bien sûr, on peut considérer les périphériques d'entrée et sortie en tant qu'un memory map, ou bien on peut le considérer comme des ports input-outputs. Donc, bien sûr, quand on va considérer comme memory map, ça veut dire qu'il va avoir une type d'adresse, etc. Et quand on va le considérer en tant qu'un port, ça veut dire qu'on va considérer comme des ports. Et pour bien comprendre ça nous ramène vers les architectures du processeur, ou bien beaucoup plus spécifique, et l'architecture d'organisation d'un système informatique. Donc un système informatique, c'est computing system, et pour notre cas, bien sûr, ça c'est un computing system. Donc un microcontrôleur, c'est un système informatique, comme discuté avant dans l'introduction. On a deux types d'architecture. On a von Neumann, bien sûr, et aussi on a Harvard. Donc les deux organisent notre système informatique de leur façon, et chacun a ses inconvénients et ses avantages. Les caractéristiques de von Neumann, ils interagissent avec la mémoire en tant qu'une mémoire unique. Ça veut dire qu'il va interagir avec la RAM, le ROM et aussi les périphériques d'entrée et sortie en tant qu'une mémoire, mais pas uniquement une mémoire, mais une mémoire unique. Ça veut dire qu'on va avoir, ici en prenant par exemple, on va avoir ici un seul bus de cette façon qu'il va interagir avec toute notre mémoire. Donc il va être de cette façon et on va avoir un seul bus entre tous ces... Bien sûr, ils sont liés entre eux de cette façon, par exemple. Mais avec notre processeur, il est lié de cette façon. Donc c'est ça. Et bien sûr aussi les adresses, par exemple, ils vont pas avoir des mêmes adresses. Donc on va commencer par exemple ici par 0x0. Ici, on va commencer avec 0x20. Ici 0x30. Donc de cette façon, ils vont pas avoir les mêmes adresses initiales, puisqu'ils sont tous considérés en tant qu'un seul mémoire. On a une mémoire qui est unique, on a un bus commun, mais il y a un inconvénient qui est le goulot d'entrecoulement de von Neumann. Qu'est-ce qui va arriver à cet instant lorsqu'on veut accéder à une mémoire, puisqu'on va l'accéder avec le program counter? Ça veut dire le program counter va prendre l'adresse. Par exemple, on veut lire quelque chose dans la RAM, donc on va la prendre ici, après elle va passer. Mais lorsqu'on veut simultanément, on va lire quelque chose dans la RAM et simultanément lire l'entrée et sortie, il faut qu'on attende que le program counter finit avec son fetching, la récupération d'instructions par exemple du RAM, et après il va lire une instruction qui est à l'intérieur de la mémoire périphérique input-output. Donc ça c'est l'inconvénient majeur de cette méthode, de cette modèle d'organisation du système informatique, d'où Harvard a répondu à ce type d'inconvénient, mais il arrive avec son propre inconvénient. Bien sûr, pour ne pas avoir les mêmes problèmes, il faut avoir
une mémoire séparée, un bus séparé, pour accéder à les différents types de mémoire séparément. Donc, simplement, ça c'est un Memory Mapped System of Organization. Et ça c'est un Port Mapped. Donc ici, il suffit de savoir l'adresse pour le manipuler. Mais ici, il faut bien déterminer le type de action que je vais faire. Par exemple, si je veux que je lis ou bien j'écris quelque chose dans la ROM, il faut bien indiquer dans l'assembleur que je veux lire et écrire. Donc read and write pour le ROM. Et pour la RAM, il faut bien indiquer que tu veux récupérer ou bien stocker dans la RAM. Donc c'est ça le syntaxe pour interagir avec lui dans l'assembleur. Ici, on n'a pas besoin d'assembleur. Il suffit de donner l'adresse de cette façon. Donc voilà, vous écrire move, vous donnez l'adresse et vous donnez la valeur. Et ici, il faut spécifier l'action que vous voulez faire afin de distinguer entre les mémoires, ROM, RAM, etc. Donc, puisque l'architecture de Harvard nécessite une pipelining, ça veut dire qu'on va avoir les mêmes adresses initiales pour la RAM, le ROM et pour les ports input-outputs. Bien sûr, dans les systèmes embarqués, on va utiliser ce type d'architecture puisqu'il répond plus à les exigences de système embarqué, tout simplement. Ici, puisqu'il n'a pas de parallélisme ou bien pipelining, donc il sera utile dans des applications qui nécessitent une grande mémoire. Et ici, c'est le contraire. Ce type d'architecture matérielle va être beaucoup plus utile dans les applications où on nécessite une mémoire qui est beaucoup plus grande. Et pour le pipelining, lorsque le parallélisme, c'est quelque chose de critique, comme les systèmes embarqués par exemple dans l'industrie, on veut lire par exemple un capteur en même temps de stocker sur la mémoire et on n'est pas concerné de la taille de mémoire, etc. Donc, mais on n'est plus intéressé pour le parallélisme. Ça veut dire on fait la même chose à la fois. Donc, c'est ça où il est utile et utilisé dans les systèmes embarqués. Comme vous avez rencontré, il y a deux types de processeurs qu'on peut le trouver dans le marché. On a par exemple les AMD, on a par exemple les architectures qui sont x86 et des Intel, les AMD qui sont basés sur l'architecture de Von Neumann. Et on a aussi des ARM, des MIPS et RISC-V. Donc pour ces types de processeurs, ce sont des approches pour résoudre des problèmes qui sont différents. Donc pour les x86, il est composant d'une architecture qui est complexe, d'où le nom Complex Instruction Set Computing. Et on a le RISC qui est Reduced Instruction Set Computing. Donc, pour les instructions, le CISC peut avoir des instructions qui sont complexes et variées grâce à cette architecture qui est de type Von Neumann. Et pour le RISC, il a des instructions qui sont simples et beaucoup plus uniformes puisqu'il est basé sur l'architecture de Harvard. Mais ce qui est intéressant sur la partie performance, que le CISC, qui peut traiter des instructions qui sont complexes et variées, il est beaucoup plus lent lors de la décomposition de micro-instructions, pas comme le RISC, puisque le RISC il peut être beaucoup plus rapide puisqu'il exécute plusieurs choses à la fois dans un seul cycle d'horloge. Par exemple, il peut lire à la fois les données d'un capteur et à la fois il peut écrire dans la mémoire. Donc c'est ça la différence entre ces deux. Mais pour la complexité, le CISC est beaucoup plus complexe dans le matériel puisqu'il peut traiter une variété de formats d'instructions. Ça veut dire, par exemple, si on veut faire une division dans un processeur basé sur une architecture CISC, on peut le faire facilement puisqu'on a un ALU A,
un composant matériel qui est un diviseur, non pas comme le risque qui n'a pas ce type de composant matériel. Donc, il va s'aligner avec une autre approche utilisée par exemple en soustracteur pour faire une division. Et cela, bien sûr, nécessite des cycles d'horloge. Ça veut dire qu'il va exécuter une division dans plusieurs cycles d'horloge que un CISC peut faire. Et bien sûr, cela indique que la programmation dans ce type de problème va être beaucoup plus difficile pour faire ton risque, puisque ton risque, il faut explicitement dire que il faut faire telle sorte de soustraction pour arriver à une division, mais pas comme le CISC, il est simplement, on peut dire simplement qu'il faut diviser ça avec ça et il va le faire sans aucun problème. Et c'est ça les différences entre une architecture de type CISC. Il peut traiter une variété de formes d'instructions dans un cycle d'horloge, mais il n'a pas la possibilité de les faire en parallèle. Non pas comme Reduced Instruction Set Computing, qui peut faire des instructions en parallèle, mais il n'a pas la possibilité de faire une variété de formats d'instructions. Donc c'est ça la différence entre les deux. Et je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Pour la prochaine fois, on va couvrir la mémoire, les types de mémoire, etc. Spoiler alert, il y a les mémoires volatiles et non volatiles memories. Donc ça sera pour la prochaine fois, Inch'Allah.